La première question, peut-être plus simple parce qu'on s'y perd et que je pense que la plupart des gens n'ont pas lu le texte, c'est juste si tu peux commencer par nous dire ce qu'est cette proposition de loi, son contenu et ses objectifs. Oui. Alors, la proposition de loi IADAN, elle porte sur la lutte contre ce qui est indiqué comme étant des formes renouvelées de l'antisémitisme. Et en réalité, on comprend bien à travers l'exposé des motifs que ce qui est visé principalement, ce sont toute une série de propos et de discours concernant finalement l'État d'Israël, des critiques plus ou moins radicales du comportement de l'État israélien, voire ce qu'on va considérer comme étant des expressions d'antisionisme. Mais en réalité, quand on voit le contenu de la proposition de loi, il s'agit surtout euh, de prévoir un certain nombre de nouveaux délits qui se situent soit dans le cadre de l'apologie ou de la provocation au terrorisme, soit dans le champ du négationnisme, soit créer un tout nouveau délit qui consiste à provoquer à la destruction ou à la négation d'un État. Donc, ce sont ces trois éléments principaux-là qu'on retrouve dans la proposition de loi et donc qui utilise en réalité la voie pénale pour lutter contre ce qui est présenté comme étant des formes d'antisémitisme, qualifiées d'ailleurs de géopolitique, ce qui est évidemment un sens un petit peu curieux. Et tu expliques dans la note que tu as rédigée que la proposition, elle vient brouiller volontairement la frontière entre l'antisémitisme et la critique légitime d'Israël et notamment de son caractère colonial en tant qu'État. Concrètement, en quoi est-ce que ce texte aujourd'hui il vient menacer la liberté d'expression et quel est l'impact aussi pour les chercheurs qui travaillent sur ces espaces-là? Alors, la proposition de loi Yadan, effectivement, brouille beaucoup de limites qui devraient normalement exister entre des formes d'antisémitisme qui existent parfaitement. Et il est tout à fait évident qu'à la suite de l'attaque du Hamas du 7 octobre, de la guerre menée par Israël à Gaza, il y a eu une très forte recrudescence des actes et des propos antisémites contre lesquels il faut effectivement lutter, mais ça ne peut se faire qu'avec les outils appropriés et sans commencer à mettre dans le même panier, si je puis dire, des propos véritablement antisémites ou des actes antisémites et des critiques parfaitement légitimes du comportement de l'État d'Israël, dont on se rend bien compte qu'il viole très largement un tas de normes de droit international et que si on commence à brouiller cette limite nécessaire, on entame très largement le débat public d'intérêt général qui doit pouvoir se faire et on porte atteinte de ce fait à la liberté d'expression avec aussi ce qu'on va appeler un chilling effect, c'est-à-dire qu'on va avoir peur de s'exprimer parce qu'on a peur de risquer de faire l'objet finalement ensuite de poursuites pénales ou en tout cas d'une enquête pénale fondée sur des délits qui, comme on va le voir, ont des contours extrêmement généraux et extrêmement flous. Et peut-être ça c'est intéressant que tu reviennes là-dessus. C'est pas aussi volontairement du coup l'objectif de cette proposition. C'est plus que le risque d'être condamné, c'est l'autocensure que ça peut engendrer pour un chercheur quand il va venir à critiquer soit les actions de l'État d'Israël ou du gouvernement israélien. Oui, tout à fait. Donc, il est vrai que donc, dans la proposition de loi, en établissant une série de nouveaux délits avec des contours souvent extrêmement flous. Et d'ailleurs, ce qui frappe aussi, c'est que dans la proposition de loi et dans l'exposé des motifs, à aucun moment il y a la moindre évaluation de l'impact que cela peut avoir sur la liberté d'expression et le débat public d'intérêt général et la prise en compte des critères pertinents de la jurisprudence de la Cour européenne de l'homme à cet égard. Donc évidemment, avec des délits très flous qui peuvent faire l'objet de tas d'interprétations, ça veut dire que de plus en plus de personnes vont avoir peur de prendre la parole parce que le risque de tomber sous le coup d'une loi pénale deviendrait de plus en plus important. On peut donner un exemple particulier. Donc, tout un pan de la loi consiste en réalité à, disons, développer le délit d'apologie du terrorisme, qui a déjà une acception extrêmement large en droit français, qui est déjà très largement critiquable, mais la proposition de loi va encore aller beaucoup plus loin. En particulier,
il est prévu que quand bien même on aurait des propos à propos d'actes du terrorisme qui ne consistent pas à porter sur ces actes un jugement favorable, ce qui est la définition de l'apologie du terrorisme, eh bien, tomberaient malgré tout sur le coup de la loi pénale ces propos s'ils ont un effet de relativisation de la portée de ces actes de terrorisme. Alors, on ne voit pas très bien ce que ça pourrait recouvrir, puisque ça veut dire qu'on ne fait pas du tout les actes de terrorisme, mais que néanmoins, ce qu'on dit pourrait avoir un effet de relativisation de la portée de ces actes ou des dangers prêtés par les auteurs de ces actes. Et en réalité, ce qu'on comprend, c'est que ce qui est visé, c'est la contextualisation, l'explication, la mise en perspective, c'est-à-dire véritablement quelque chose qui peut relever du discours militant, mais également qui relève à l'évidence du discours scientifique. Essayer d'expliquer les choses dans le temps long, la contextualisation, que ce soit sur un plan juridique, si on fait du droit international, sur un plan politique, si on fait de la science politique, historique, si on fait de l'histoire, ben, c'est vraiment le propre de la science. Et donc là, si un tel délit était accepté, ben, ce serait évidemment un impact extrêmement important pour la liberté d'expression. J'ai encore deux questions. Peut-être qu'on peut aussi, donc, quand tu parles de recontextualisation, cette proposition de loi, elle s'inscrit aussi dans une phase un peu nouvelle de répression qu'on voit très forte depuis le 7 octobre 2023, mais qui s'accentue en France, mais pas seulement en France, un peu partout en Europe également. Et donc peut-être revenir sur ça, sur ce niveau de répression sans précédent qui est en train d'être mis en œuvre, mais aussi l'utilisation de l'outil juridique dans cette répression plus globale de toutes les formes de liberté d'expression académique, de réunion, etc. Oui, alors il est évident que la guerre de Gaza et tous les débats qui sont suivis ont été marqués par des attaques contre la liberté d'expression, justement s'agissant de, en fait, commenter ou de militer par rapport au conflit israélo-palestinien, que ce soit des interdictions de manifestation ou des poursuites, ou en tout cas l'ouverture d'enquêtes basées en particulier en France sur le délit d'apologie du terrorisme qui reçoit une interprétation extrêmement large et qui, par certains juges, a été interprété de manière extrêmement large, ou même la simple absence de condamnation tout à fait explicite ou la remise en contexte des attaques menées par le Hamas, même sans porter un quelconque jugement favorable sur ces attaques, a été assimilée à une forme d'apologie du terrorisme. Donc on a déjà un outil pénal à l'heure actuelle qui est mobilisé pour très largement cadenasser, je dirais, le débat relatif à la guerre de Gaza et de manière beaucoup plus générale aux politiques d'occupation illégale menée par l'État d'Israël. Et ici, la proposition de loi Liadan propose d'aller encore beaucoup plus loin, c'est-à-dire que d'ajouter une série de délits nouveaux avec comme objectif tout à fait déclaré la défense de l'État d'Israël qui serait devenu, dont la haine serait devenue le moteur principal de l'antisémitisme. Mais la proposition de loi fait des confusions complètes tout le temps entre critiques peut-être radicales de la politique israélienne, discussion sur les formes de l'État d'Israël et de ses implications en tant qu'État juif, par exemple, pour la population, pour les populations palestiniennes, etc., etc. Un bon exemple, c'est le créer de toutes pièces un délit d'appel à la destruction d'un État ou à la négation d'un État. Alors on peut comprendre que appeler à la destruction violente d'un État peut être considéré évidemment comme problématique, mais probablement que ça renvoie déjà à des délits existants qui est l'incitation à la violence en vertu de l'origine nationale. Donc on a un délit qui peut parfaitement viser cette hypothèse-là. Par contre, appeler à la négation d'un État, on ne voit pas très bien à quoi ça fait référence. Alors, on comprend évidemment de manière sous-jacente que ce qui est visé, c'est s'attaquer d'une manière ou d'une autre à la légitimité de l'État d'Israël ou avoir des slogans comme From the river to the sea, Palestine will be free, ce qui laisserait entendre, selon une interprétation qu'on veut en fait remplacer l'État d'Israël par un État de Palestine unique, sans juifs dedans, ce que n'implique absolument pas nécessairement ce slogan. Mais l'exposé des motifs d'ailleurs ne donne pas beaucoup d'explications sur ce qui serait recouvert par cette nouvelle infraction. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'entre le moment d'introduction de la proposition de loi
et le moment de son examen à l'Assemblée nationale. Entre-temps, la Palestine a été reconnue par l'État français, ce qui veut dire que la Palestine serait aussi visée par les appels à la négation d'un État. Or, on sait que dans le camp pro-israélien, il y a beaucoup de personnes qui dénie au peuple palestinien l'existence, qui considèrent que non, il n'y a pas du tout matière à reconnaissance d'un État palestinien, que l'État palestinien n'existe pas. On se demande si ce serait visé de la même manière par la proposition de loi. Mais ça montre simplement aussi que ce nouveau délit est juste totalement absurde en réalité et serait fortement attentatoire à la liberté d'expression de ne pas pouvoir commencer à discuter sans appel à la violence, bien entendu, du futur et des formes que devrait prendre une solution négociée ou conforme au droit international par rapport au conflit israélo-palestinien. Et moi, j'ai une toute dernière question, mais je ne sais pas si tu as les éléments de réponse. C'est plutôt sur les chances, entre guillemets, que cette proposition-là puisse être votée. Mais au-delà de ça, sur est-ce que le Conseil constitutionnel peut jouer un rôle de garant de protection des libertés fondamentales qui sont visées et attaquées dans cette proposition de loi? Ou est-ce que, il est fort probable que si elle venait à être votée à l'Assemblée, le Conseil avalise le texte? Alors les chances d'adoption, probablement qu'il y a certaines chances d'adoption malgré tout, puisque c'est une proposition de loi qui a aussi été co-signée par un nombre très important de parlementaires, en ce compris un certain nombre de parlementaires socialistes. Donc on voit qu'il y a pratiquement de tous bords des co-signataires, avec François Hollande en particulier parmi les co-signataires. Donc ça veut dire qu'il y a un certain spectre politique important qui est prêt à soutenir ce texte-là. Peut-être qu'une fois qu'il s'agira de le voter, effectivement, ils vont quand même y réfléchir à deux fois. Il faut souligner le fait que le Conseil d'État a rendu un avis, alors qui est assez minimaliste, qui n'est pas très très explicité, mais en réalité qui, sans beaucoup être explicité, est en réalité assez dur pour le texte. C'est-à-dire qu'il indique que toute une série d'éléments sont soit totalement inutiles, parce qu'en fait, il s'agit de dédoubler, de détripler le délit d'apologie du terrorisme en ne faisant que reprendre des éléments issus de circulaires ou de la jurisprudence et que de leur en réalité, ça ne sert à rien de commencer à créer des nouveaux délits sur ce qui est en fait simplement les éléments constitutifs du délit d'apologie du terrorisme. Et puis pour les aspects plus, entre guillemets, novateurs de la proposition de loi, ben, ils indiquent qu'il y a quand même de graves problèmes qui sont soulevés et que dès lors, chaque fois, soit ils disent que ça doit être abandonné, soit que ça doit être reformulé, et la reformulation, je dirais, a dès lors pour effet de rendre le texte nettement plus inoffensif. Et donc ça présage malgré tout probablement le fait que si la proposition de loi était votée en l'état, ou en tout cas qu'au moins certains des délits les plus novateurs étaient effectivement votés, il y a quand même des chances non négligeables que le Conseil constitutionnel puisse censurer ces éléments-là. On se souviendra que l'Assemblée nationale avait voulu voter la pénalisation, la négation des génocides des Arméniens à deux reprises, et qu'à deux reprises, le Conseil constitutionnel a censuré cette loi parce qu'il considérait que la loi était attentatoire à la liberté d'expression et qu'on demandait au juge de faire des choses qui le faisaient sortir de son rôle. Et aussi que lorsqu'on prévoit des délits qui sont en réalité inutiles et qui sont déjà couverts par d'autres infractions, ça montre bien que la limitation de la liberté d'expression n'est pas nécessaire dans une société démocratique et que donc les conditions ne sont pas remplies. Donc je pense que si elle était votée comme telle, il y a de fortes chances qu'elle puisse être censurée par le Conseil constitutionnel et même dans un second temps qu'elle puisse faire l'objet d'une condamnation devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est d'ailleurs ce que souligne le Conseil d'État. Mais là, on est renvoyé évidemment à plusieurs années de procédure, d'abord devant les juridictions nationales et ensuite devant la Cour européenne des droits de l'homme. Déjà aujourd'hui, les tribunaux français sont très durs sur ces questions-là d'apologie du terrorisme, mais typiquement sur le délit de négation d'un État, si la loi était amenée à être adoptée, est-ce que ces probabilités, enfin, est-ce que voilà, l'application de cette loi de manière très rigoureuse avec avec les peines très sévères qui sont prévues, est-ce que c'est probable?
Alors évidemment, si la loi est adoptée comme telle, si elle passe le cap de la censure du Conseil constitutionnel, euh, ça veut dire que les tribunaux, les juridictions seraient amenés à devoir les appliquer. Normalement, le juge est supposé, au moment de l'application, de quand même tenir compte de la liberté d'expression, de tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, en tout cas dans son interprétation concrète de la mise en œuvre de la loi. Et dès lors, s'agissant par exemple de la négation d'un État, mais à nouveau dont je ne vois pas très bien comment on pourrait l'appliquer, déjà ça montre surtout la très mauvaise rédaction, je dirais, de la proposition de loi. Euh, il devrait tenir compte pleinement des nécessités du débat public d'intérêt général qu'est manifestement la question du conflit israélo-palestinien de manière générale et tous ces aspects particuliers. Mais évidemment, tout dépend devant quel juge on se situe. Donc la négation d'un État, donc ça c'est quelque chose qui relève de la loi sur la presse. Là où c'est plus dangereux, c'est quand on fait relever les délits, et il y en a certains donc dans la proposition de loi, de délits en matière de terrorisme, parce que là on ne passe plus devant le juge spécialisé en matière de presse, mais devant le juge antiterroriste qui a évidemment une vue assez différente des rapports entre lutte contre le terrorisme et préservation de la liberté d'expression. Donc, selon les cas, on peut avoir des juges un peu plus enclins à pleinement prendre en considération la liberté d'expression et d'autres à ne pas le faire du tout. Dans le cas le plus médiatisé de condamnation, qui était la condamnation pour ce tract de la CGT Lille, avec un tract qui, à nouveau, on pouvait en discuter le contenu, mais qui n'était absolument pas une éloge de l'attaque du 7 octobre par le Hamas, qui consistait surtout à la contextualiser. Eh bien, on a eu un juge qui a considéré que dès le moment où on était en matière de lutte contre le terrorisme, on ne tenait absolument pas en compte la liberté d'expression. Donc, ce qui, à mon avis, est une faute juridique de toute façon. Mais ça montre que certains juges antiterroristes vont dire que dès le moment où on est en matière de terrorisme, on applique strictement la loi et on ne doit même pas aller voir les implications en matière de liberté d'expression.